Bonjour, chers jardiniers et maraîchers, soyons honnêtes, chaque automne, vous aussi, vous vous acharnez à retourner vos parcelles, quitte à en faire de la poussière. Vous ramassez ensuite des montagnes de feuilles pour les brûler, persuadés d'offrir le meilleur traitement à votre jardin. Et si je vous disais que la moitié de ces efforts titanesques ne sont pas seulement inutiles, mais carrément néfastes pour vos futures récoltes? Aujourd'hui, mettons nos gants de détective et démasquons ensemble les 5 mythes les plus tenaces et les plus répandus concernant les travaux d'automne au potager, des mythes qui vous font gaspiller votre énergie et empêchent votre terre de se régénérer. Préparez-vous. Après cette vidéo, votre vision du jardinage d'automne ne sera plus jamais la même. Et attention, vous pourriez même être tenté de me contredire dans les commentaires, car ces idées reçues se transmettent de génération en génération. Avant de démolir ces stéréotypes, comprenons d'abord leur origine. La plupart de ces vérités absolues nous viennent du passé, d'une époque où l'objectif principal était d'exploiter la terre vierge et d'obtenir un rendement maximal quel qu'en soit le prix. À l'époque, on ne se souciait guère de l'écosystème complexe du sol, des micro-organismes, ni de l'équilibre naturel. La terre était considérée comme un substrat inerte qu'il fallait labourer, gaver de produits chimiques et planter. C'est de là qu'est née cette croyance en un labourage total, en la propreté stérile des parcelles et en l'incinération de toute matière organique. Mais la science du sol a fait un bond de géant. Aujourd'hui, nous savons que le sol est un organisme vivant, un système extrêmement complexe où des milliards de bactéries, de champignons et de vers travaillent pour notre bien-être. Et pour cet organisme vivant, l'approche qui consiste à tout prendre et tout chambouler est, pour le dire poliment, catastrophique. Il est donc temps de passer des vieux dogmes à une agriculture moderne et raisonnée. Commençons par le mythe numéro 1, celui qui demande le plus d'efforts et de temps, l'obligation de labourer ou de bêcher profondément tout le jardin potager à l'automne. Pendant des années, on nous a répété que cela cassait les mottes, améliorait la structure du sol et aidait à lutter contre les mauvaises herbes et les nuisibles qui hivernent sous terre. À première vue, c'est logique. Nous retournons la terre, exposant ainsi les larves de parasites qui gèlent ou deviennent la proie des oiseaux. Les racines des adventices vivaces se retrouvent également exposées au gel et meurent. On a l'impression d'offrir un service au sol, l'oxygéner, le rendre meuble et prêt pour les plantations de printemps. Visuellement, le potager après le bêchage semble parfaitement net et entretenu. Cette image est tellement ancrée dans nos habitudes que toute autre approche est perçue comme un signe de paresse ou de négligence. Mais derrière ce tableau parfait se cache la véritable destruction que nous infligeons à notre atout le plus précieux, la couche fertile. Plongeons sous la surface et observons ce qui se passe vraiment lors d'un labour profond. Le sol, ce n'est pas juste de la terre, c'est un immeuble, une véritable cité pour des millions d'êtres vivants. Dans les couches supérieures, jusqu'à 10 ou 15 cm de profondeur, vivent les bactéries aérobies. Elles ont besoin d'oxygène pour vivre et travailler. Ce sont elles qui sont responsables de la décomposition de la matière organique et de sa transformation en nutriments directement assimilables par les plantes. Plus profondément, là où l'oxygène se raréfie, on trouve les bactéries anaérobies. Elles ont leur propre mission, tout aussi essentielle. Lorsque nous retournons le sol avec une bêche, nous provoquons pour elles un véritable cataclysme. Les aérobies, habituées à l'air, se retrouvent ensevelies vivantes et meurent étouffées, et les anaérobies, à l'inverse, sont remontées à la surface, exposées à un environnement oxygéné qui leur est totalement agressif, et elles périssent également. Nous détruisons de nos propres mains cette armée d'ouvriers gratuits qui construisent la fertilité de notre sol. La reconstitution de cette microflore prendra ensuite des mois entiers. Mais ce n'est pas tout. Le labour profond détruit la structure naturelle du sol, ainsi que son système capillaire, pourtant essentiel pour acheminer l'humidité des couches inférieures jusqu'aux racines des plantes. On transforme une éponge vivante et structurée en une poussière sans vie, laquelle, après la première pluie, se compacte immédiatement et forme une croûte très dure. Et qu'en est-il de la lutte contre les mauvaises herbes? Là non plus, ce n'est pas si simple. Des millions de graines de mauvaises herbes sommeillent au plus profond du sol.
En retournant la terre, nous les faisons remonter à la surface et à la lumière, créant ainsi des conditions idéales pour leur germination au printemps. Au final, au lieu de nous débarrasser des mauvaises herbes, nous nous assurons une double charge de désherbage pour la saison suivante. Il s'avère donc que, dans notre tentative de mettre de l'ordre, nous créons en fait un chaos encore plus grand et des problèmes pour l'avenir. Imaginez l'illustration frappante, un bulldozer qui démolit un immeuble d'habitation complet dans le but de l'améliorer. Que faire alors, me direz-vous? Faut-il vraiment laisser tout ça en l'état? Absolument pas. L'agrotechnique moderne offre une approche bien plus douce et nettement plus efficace. Au lieu d'un bêchage profond, optez pour un ameublissement superficiel à une profondeur de 5 à 7 cm tout au plus. Un cultivateur ou une simple binette sont parfaits pour cela. Ce travail superficiel suffit amplement pour sectionner les racines des mauvaises herbes annuelles et aérer légèrement la couche supérieure du sol. Mais la meilleure solution reste le semis d'engrais verts, des cultures de couverture comme la moutarde, la facélie ou le seigle. Grâce à leur système racinaire, ils structurent parfaitement le sol, l'enrichissent en matière organique et étouffent la croissance des adventices. À l'automne, vous pouvez simplement les faucher et les laisser sur le sol en guise de paillage. De cette manière, non seulement vous préservez, mais vous augmentez la fertilité de votre terre tout en économisant votre énergie et votre santé. La terre vous en remerciera. Passons maintenant à la deuxième croyance populaire. Il faut absolument ratisser et brûler méticuleusement toutes les feuilles mortes et tous les résidus végétaux. Ce mythe est basé sur la peur des maladies et des parasites. On pense que les champignons pathogènes et les larves d'insectes hivernent dans ces débris et que si nous ne les détruisons pas par le feu, nos récoltes de l'année prochaine seront condamnées. C'est pourquoi, chaque automne, une fumée âcre flotte au-dessus des lotissements et des zones de jardin. Fumée qui provient des feux, où brûle la matière première organique la plus précieuse. Les gens passent des heures à nettoyer leurs parcelles, à la récurer jusqu'à la rendre pratiquement stérile. Ils sont convaincus de faire le bien, protégeant ainsi leurs futures plantations, mais en réalité ils privent leur jardin et leur potager du plus essentiel, leur nutrition et leur protection naturelle. C'est comme retirer la litière forestière d'une forêt et s'étonner ensuite de voir les arbres tomber malades et dépérir. Mais que sacrifions-nous réellement dans ces brasiers? Nous brûlons ni plus ni moins la fertilité future de nos sols. Les feuilles mortes ne sont pas des déchets, mais un engrais organique prêt à l'emploi et parfaitement équilibré. C'est une formule que la nature a élaborée bien avant nous. En se décomposant, elle restitue au sol tous les nutriments accumulés durant l'été. L'azote, le phosphore, le potassium, le calcium et une myriade d'oligo-éléments. C'est la nourriture idéale pour les vers de terre et les micro-organismes du sol. En recyclant cette litière végétale, il crée l'humus, le véritable fondement de la fertilité. En brûlant les feuilles, non seulement nous gaspillons cette richesse, mais nous polluons également l'atmosphère avec des produits de combustion nocifs. De plus, il est faux de croire que tous les nuisibles et les maladies passent l'hiver uniquement dans les feuilles. Beaucoup se portent très bien dans le sol ou sous l'écorce des arbres, et le feu n'aura strictement aucun impact sur eux. Bien entendu, il y a des exceptions. Si, pendant la saison, vos plantes ont beaucoup souffert de maladies fongiques, comme le mildiou sur les tomates ou la tavelure sur les pommiers, il vaut effectivement mieux retirer et éliminer du jardin les feuilles et les fanes contaminées. Mais cela ne concerne que les résidus manifestement malades, le feuillage sain de la plupart des arbres et arbustes, ainsi que les fanes de carottes, de betteraves ou de pois, représentent au contraire une ressource inestimable. Le tapis de feuilles mortes crée une couche protectrice à la surface du sol, l'empêchant de geler en hiver ou de se dessécher et de s'éroder au printemps. Sous cette couverture, la terre reste meuble, humide et vivante. Imaginez 2 parcelles en plein hiver. L'une est nue, balayée par tous les vents et prise par le gel, et l'autre est recouverte d'une épaisse couverture de feuilles. Laquelle va mieux passer l'hiver et se réveiller plus vite au printemps? La réponse est évidente. Quelle est la meilleure approche pour gérer correctement nos résidus végétaux? La meilleure façon est de les utiliser pour le paillage et pour la préparation de compost. Les feuilles saines peuvent être simplement laissées sous les arbres et les arbustes ou étalées en couches épaisses sur les plates-bandes vides.
elles deviendront une excellente protection pour les racines et une source de nourriture précieuse pour la vie du sol. Vous pouvez aussi mettre les feuilles et les fanes directement dans le tas de compost. Alternez-les avec des couches de terre, arrosez bien ou utilisez des activateurs spéciaux de compost, notamment à base de micro-organismes efficaces, pour accélérer la maturation. Dans 1 an ou 2, vous obtiendrez un amendement organique de première qualité, dont la valeur nutritive dépasse largement celle de n'importe quel terreau acheté dans le commerce. De cette manière, vous relancez le cycle naturel de la matière sur votre parcelle en rendant à la terre ce qu'elle vous a donné. C'est le fondement même du jardinage biologique et intelligent. Le 3e mythe concerne les apports de fertilisants. Il se formule ainsi: à l'automne, il faudrait généreusement enrichir le sol en engrais minéraux et particulièrement en azote afin d'assurer un excellent démarrage aux plantes au printemps. La logique est implacable. Durant l'été, les plantes ont puisé toutes les réserves du sol et celui-ci doit donc être rechargé. De nombreux jardiniers épandent donc généreusement de l'urée, du nitrate d'ammonium et autres engrais riches en azote sur leurs parcelles, puis procèdent au bêchage. Ils pensent ainsi constituer un véritable dépôt de nutriments en prévision de l'hiver. Cela pourrait paraître être une approche très judicieuse et prévoyante, garantissant aux plantes tout le nécessaire pour une croissance rapide dès le printemps. Or, il s'agit là de l'une des idées reçues les plus dangereuses, susceptibles d'entraîner de graves problèmes. Les engrais azotés apportés en automne font bien plus de mal que de bien, et voici pourquoi. L'azote est l'élément qui stimule la croissance de la masse végétale. Les plantes en ont besoin surtout au printemps et durant la première moitié de l'été, pendant leur période de croissance la plus active. En revanche, à l'automne, la nature entre en période de repos. Les plantes ralentissent leur croissance et leur objectif devient de préparer leur système racinaire et leurs jeunes pousses pour l'hiver. Elles doivent accumuler des sucres et des substances pour augmenter leur résistance au gel. Apporter de l'azote durant cette période les perturbe complètement. En effet, cela provoque une nouvelle croissance totalement inopportune de jeunes rameaux. Ces jeunes pousses, trop tendres et non lignifiées, n'auront pas le temps de durcir avant les premières gelées et vont inévitablement mourir de froid durant l'hiver. Par conséquent, la plante ne gaspille pas seulement son énergie pour rien, elle subit aussi des gélivures, qui deviennent une porte d'entrée facile pour les maladies et les infections. C'est particulièrement dangereux pour les cultures vivaces, comme les arbres fruitiers, les arbustes à baies et l'ensemble des plantes ornementales. En plus de cela, l'azote que l'on trouve dans la plupart des engrais minéraux est extrêmement mobile et se lessive très facilement des sols. Imaginez la scène, vous épandez de l'urée coûteuse, mais les pluies d'automne suivies des eaux de fonte printanières entraînent simplement la majeure partie de cet azote vers les couches profondes du sol, là où les racines ne peuvent plus l'atteindre. Au printemps, il ne restera pratiquement rien de votre généreux apport. Non seulement votre argent et votre travail auront été gaspillés, mais en plus vous aurez porté préjudice à l'environnement. En effet, les nitrates sont une source majeure de pollution des nappes phréatiques. C'est une action absolument inutile, voire nuisible. C'est un peu comme si vous essayiez de nourrir une personne endormie en lui versant de la soupe dessus. La majeure partie va se déverser à côté, et ce qui parviendra à l'atteindre risque de lui donner une indigestion. C'est exactement le même principe avec l'apport d'azote à l'automne. Faut-il comprendre qu'il ne faut plus apporter d'engrais du tout à l'automne? Non, il faut simplement utiliser les bons. L'automne, c'est la saison idéale pour le phosphore et le potassium. Ces deux éléments sont essentiels. Ils sont responsables du développement racinaire, de la maturation du bois et de l'amélioration de la résistance au froid de vos plantes. Le phosphore et le potassium permettront à vos plantes vivaces de passer l'hiver sans encombre et de préparer les bases de la prochaine saison de croissance. C'est pourquoi, à l'automne, on incorpore des engrais phosphopotassiques lors du bêchage ou du griffage du sol. Il peut s'agir de superphosphate, de sulfate de potassium ou d'engrais complexes spéciaux pour l'automne dont la teneur en azote est minimale, voire nulle. De plus, l'automne est la période idéale pour les apports organiques, fumier bien décomposé, compost ou cendres. Ils se décomposent lentement et nourriront le sol pendant tout l'hiver et le printemps,
améliorant ainsi sa structure et sa fertilité. Le mythe numéro 4, celui qui génère le plus de discussions et de coups de sécateur, est le suivant. Il faut absolument procéder à une taille radicale de tous les arbres et arbustes à l'automne. Les adeptes de ce mythe affirment que la taille automnale rajeunit les plantes, structure la couronne et permet de se débarrasser des vieilles branches ou des branches malades. Après tout, pourquoi laisser le superflu pour l'hiver? Autant éviter que la plante gaspille son énergie inutilement. Ainsi, dès l'arrivée de l'automne, de nombreux jardiniers amateurs s'arment de scies et de sécateurs et se mettent à tailler leur jardin sans pitié, ne laissant souvent que des troncs dégarnis surmontés de quelques moignons de branches. Ils sont convaincus que c'est la meilleure manière de préparer le jardin pour l'hiver et de garantir une floraison spectaculaire, ainsi qu'une récolte abondante l'année suivante. Cependant, une telle coupe automnale, si elle est totale, surtout dans les régions aux hivers rudes, peut s'avérer être un véritable arrêt de mort pour les plantes. Pour bien comprendre, penchons-nous sur la physiologie végétale. N'importe quelle taille, et surtout lorsqu'elle est sévère, représente un stress majeur et une véritable plaie ouverte pour l'arbre. À l'automne, lorsque les processus métaboliques ralentissent naturellement, il est bien plus difficile pour la plante de cicatriser correctement. La circulation de la sève est presque à l'arrêt, ce qui empêche les coupes de se refermer aussi rapidement qu'au printemps. Ces plaies restent ainsi béantes durant tout l'hiver, laissant le champ libre au gel et aux pathogènes qui pénètrent aisément la structure du bois. Un cambium fraîchement coupé est extrêmement vulnérable au froid. Les tissus avoisinants peuvent geler profondément, ce qui entraîne le dépérissement et le dessèchement de branches entières. Par conséquent, au lieu de chercher à rajeunir ou à structurer l'arbre, on risque de le blesser gravement, voire de le condamner. Les arbres fruitiers à noyaux, tels que le cerisier, le prunier ou l'abricotier, sont particulièrement sensibles à la taille automnale. Les tailler à cette période provoque presque systématiquement des phénomènes de gomose, affaiblissant considérablement l'arbre. Mais alors, quand tailler exactement? La taille principale, de formation ou de rajeunissement, doit idéalement être effectuée au tout début du printemps, pour la plupart des cultures, et ce, avant la montée de sève. Cela correspond généralement à mars ou au début du mois d'avril. À cette époque, les plantes sont encore en dormance, mais elles sont déjà prêtes à se réveiller. Les coupes faites au printemps cicatrisent très rapidement dès que la sève recommence à circuler. La plante développe activement le cale, ce tissu spécial qui permet de refermer la plaie. De plus, au printemps, vous pouvez voir clairement les branches qui ont gelé pendant l'hiver et que vous devez retirer. En automne, ce n'est pas toujours évident, et vous risquez de couper par erreur une branche saine qui vous paraîtrait faible. En automne, seule la taille sanitaire ou d'entretien est autorisée. Il s'agit uniquement de retirer les branches sèches, cassées ou clairement malades, car elles pourraient devenir des sources d'infection ou se briser sous le poids de la neige. Retenons donc une règle simple pour la taille d'automne. Avant de prendre votre sécateur en main, posez-vous la question essentielle. Quelle est la raison de cette coupe? Si la branche est sèche, cassée ou manifestement atteinte par une maladie, coupez-la sans aucune hésitation. Ce type de taille d'assainissement est d'ailleurs autorisé à n'importe quel moment de l'année. Par contre, si votre objectif est de la raccourcir, d'éclaircir la ramure ou de travailler la forme de l'arbre, rangez votre outil jusqu'au printemps. Ce sera beaucoup plus sûr et bénéfique pour la santé de votre jardin. La seule véritable exception concerne les petits fruits, comme les framboisiers et les groseilliers. Pour eux, l'automne est le moment idéal pour retirer les vieilles cannes qui ont fini leur fructification. Mais attention, cela reste une procédure d'assainissement et non une taille de formation. Rappelez-vous que le principe fondamental du jardinier, tout comme celui du médecin, est de ne pas nuire, et une taille d'automne non réfléchie peut causer des dommages considérables. Et voici le 5e et dernier mythe concernant l'hivernage de nos serres, l'idée qu'il faudrait laisser la serre vide, propre et grande ouverte tout l'hiver pour que le sol gèle en profondeur. On part du principe que le gel est le meilleur désinfectant naturel. Il tuerait tous les nuisibles et agents pathogènes accumulés dans le sol de la serre durant la saison. C'est pourquoi de nombreux jardiniers
après la dernière récolte, nettoient méticuleusement leurs serres, enlèvent tous les résidus végétaux et laissent portes et lucarnes ouvertes jusqu'au printemps. Ils contemplent leur installation refroidie et stérile, avec le sentiment du devoir accompli, persuadés d'assurer une récolte saine pour l'année suivante. Or, tout comme pour le labourage excessif, cette approche élimine du sol non seulement les éléments néfastes, mais aussi toute sa richesse. Elle transforme ainsi une terre fertile en une substance inerte. Que se passe-t-il exactement avec le sol d'une serre soumise à un gel intense? Certes, une partie des nuisibles et des agents pathogènes sera détruite par un froid extrême. Mais attention, ce n'est pas le cas de tous. Beaucoup hivernent parfaitement bien en profondeur, là où le gel ne parvient tout simplement pas à pénétrer. En revanche, un gel profond va complètement anéantir la microflore bénéfique du sol, ces fameux micro-organismes qui sont pourtant essentiels à la fertilité et à la bonne santé de la terre. On se retrouve alors avec une terre morte totalement sans vie, qu'il faudra longuement restaurer et réveiller au printemps à l'aide de divers amendements et engrais. Par ailleurs, laisser la serre grande ouverte en plein hiver est une épreuve sérieuse pour toute sa structure. Le vent violent risque d'endommager le polycarbonate, tandis que de grandes quantités de neige accumulées à l'intérieur peuvent déformer ou même briser l'ossature. L'utilité de ce genre de congélation est donc très discutable, et les dégâts potentiels peuvent être, eux, considérables. Quelle est donc la bonne approche? Une fois la récolte terminée et les résidus végétaux enlevés, il faut absolument traiter la serre, mais pas avec le gel, plutôt avec des produits biologiques. Arroser le sol avec une solution de phytosporine, de trichodermine ou d'autres champignons et bactéries bénéfiques. Ces organismes vont inhiber le développement de la microflore pathogène et assainir la terre. Et voici le point le plus intéressant, ne laissez jamais la terre de votre serre à nu. La terre nue est une terre morte. La meilleure option est de semer des engrais verts d'hiver dans la serre, comme par exemple le seigle ou la vesse d'hiver. Ils auront le temps de bien se développer avant l'hiver, et leur système racinaire continuera d'améliorer la structure du sol pendant toute la saison froide. Au printemps, vous pourrez simplement les enfouir ou les couper à la binette, obtenant ainsi un excellent engrais vert. Cela vous permettra de préserver et d'augmenter la fertilité du sol sans avoir recours au remplacement complet du substrat. Si les engrais verts ne sont plus d'actualité, il y a une autre excellente solution. Paillez généreusement le sol de votre serre avec une bonne couche de matière organique. Utilisez du compost, du fumier bien décomposé, des feuilles mortes, de la paille ou de l'herbe de tonte. Attention, cette couche de paillis doit atteindre au moins 10 à 15 cm d'épaisseur. Sous cette véritable couverture organique, la terre ne gèlera pas, elle conservera son humidité et surtout la vie continuera son cours. Les vers de terre et les micro-organismes vont travailler sans relâche tout l'hiver, transformant ce paillis et enrichissant votre terre en précieux humus. Au printemps, il vous suffira d'écarter légèrement le paillis pour créer vos trous de plantation. La terre en dessous sera alors souple, parfaitement hydratée et pleine de nutriments. Pensez à bien fermer la serre pour l'hiver, mais laissez toujours de petites ouvertures d'aération. C'est essentiel pour éviter l'accumulation de condensation. Vous préserverez ainsi non seulement la structure de votre abri, mais surtout vous maintiendrez la vie indispensable de votre terre de serre. Bien, faisons le bilan de notre enquête. Nous avons réussi à déconstruire 5 mythes majeurs de l'automne au jardin: le labourage systématique, le brûlage des feuilles mortes, la soi-disant nocivité des engrais azotés, la taille radicale et la nécessité de geler la serre. Quelle est la principale leçon à retenir? C'est que le jardinage moderne et intelligent n'est pas un combat contre la nature, mais une véritable collaboration avec elle. Notre rôle n'est pas d'entraver, mais bien de soutenir les processus naturels qui sont à l'origine de la fertilité de nos sols. Au lieu de détruire la structure du sol avec la bêche, nous pouvons l'améliorer grâce aux engrais verts. Au lieu de brûler cette matière organique si précieuse, nous pouvons la transformer en compost et en paillis. Et au lieu d'empoisonner la terre avec des produits chimiques, nous pouvons employer les bons engrais au bon moment. J'espère que ces conseils vous aideront à aborder vos tâches d'automne sous un angle nouveau,
à économiser vos efforts et à rendre votre potager encore plus sain et productif. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a été utile, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines révélations et astuces de jardinage. Et maintenant, la question principale, à quel mythe du jardinage avez-vous longtemps cru? Ou peut-être êtes-vous en désaccord total avec ce qui a été dit et êtes-vous prêt à défendre les méthodes traditionnelles? Partagez votre opinion dans les commentaires. Créons une discussion intéressante et constructive. À très bientôt.